Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Fenêtre. Aujourd'hui, on va parler politique, on va parler coronavirus et on va se poser cette question. Y a-t-il un régime politique meilleur qu'un autre pour gérer la crise sanitaire ? Mais avant ça, on va vous emmener dans un petit tour des actualités qui ont fait la semaine. États-Unis, France, Union européenne sont à la carte. Manon et Jean partiront ensuite à la recherche de réponses. Certains régimes sont-ils plus adaptés que d'autres pour faire face aux crises ? Enfin, Yael nous partage sa bonne humeur et ses stratégies de survie à ce premier mois de confinement. Il a testé l'ensemble des modes de réseaux sociaux. Le confinement n'a pas l'air simple pour tout le monde. Allez, tournez la poignée, ouvrez les bâtons et dégustez cet épisode concocté tout spécialement pour vous. Salut à tous, je suis Servane et avec Alban on va faire un petit résumé des actualités de ces dernières semaines qu'il ne fallait pas louper. Je vous propose tout d'abord un petit tour du monde. Alban ? Oui, donc le FMI a été très bavard ces derniers temps et a fait les comptes également. Bon, les chiffres ne sont pas bons et Kristalina Georgieva prévoit une récession mondiale en 2020 et des retombées les pires depuis la Grande Dépression de 1929. Oui, la dirigeante du FMI annonce notamment une récession mondiale de 3% et une chute record du PIB de la zone euro de 7,5%, le recul le plus marqué au monde. Ces chiffres sont impressionnants. Les retombées potentielles sur les pays les plus pauvres pourraient l'être encore plus. Afin de limiter la catastrophe, les pays du G20 travaillent sur un accord pour alléger le poids de la dette des pays les plus pauvres. Un petit tour maintenant du côté des États-Unis où le nombre de nouveaux cas explose, tout comme le nombre de décès dus au virus. Oui, alors cela n'a pas empêché le président Trump de déclarer le 15 avril dernier la suspension des contributions américaines à l'OMS, le temps selon lui d'évaluer le rôle de l'organisation dans la mauvaise gestion de la crise et la dissimulation de la propagation du virus. Antonio Guterres a réagi en appelant à l'union et à la coopération dans ces temps difficiles. En Europe maintenant, où les ministres des Finances de la zone euro se sont mis d'accord sur un plan d'urgence après des jours et des nuits de discussion. Oui, et à l'heure où la sortie du confinement se fait de plus en plus précise pour un grand nombre de pays européens, un plan pour gérer collectivement l'après doit être décidé. Une mesure fait trembler le microcosme bruxellois, à savoir les Corona Bonds. Cette proposition de mutualiser la dette, lancée par la France et les pays du Sud, concentre les foudres des pays du Nord. Selon eux, en effet, pas question de prêter de l'argent à des pays dont la gestion économique et financière laisse à désirer. En d'autres mots, pour citer notre ami Jean de La Fontaine, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Oui, tout à fait, Alban. Donc pour revenir à la France, elle aussi est sur la voie du déconfinement. Le président de la République l'a annoncé dans son intervention lundi soir. Une date en ligne de mire, le 11 mai. À partir de ce jour-là, les activités pourront reprendre progressivement dans tout le pays, à commencer par les écoles, les collèges et les lycées. Et dans ce contexte, de plus en plus de monde s'interroge sur cet après. Certains rêvent d'un changement de modèle, d'autres se demandent comment financer la dette colossale que le pays est en train de contracter. Les membres du gouvernement ont en effet mis à jour mercredi les prévisions de croissance pour l'année. Ils annoncent ainsi une contraction du PIB de 8%, un déficit public qui devrait atteindre les 9% du PIB et une dette qui devrait s'envoler à 115% du PIB. Pour compenser ces pertes, faudra-t-il travailler plus après le déconfinement ? Le débat a été ouvert par Geoffroy Roux de Bézieux dans une interview donnée au Figaro samedi dernier. Agnès Pannier-Runacher a également fait connaître sa position sur le sujet. La secrétaire d'État à l'économie indique qu'il faudra probablement travailler plus que nous l'avons fait avant pour rattraper les pertes d'activité liées au confinement. Ces déclarations font polémique, notamment au sein des syndicats de travailleurs. Laurent Berger, le patron de la CFDT, dénonce ainsi une piste indécente. Philippe Martinez, quant à lui, juge ces propos déplacés quand les populations mises en chômage partiel souffrent de la réduction de leur salaire. Le gouvernement, quant à lui, reste vague. Il ne semble pas pour l'instant envisager de telles mesures. Pour terminer, un bref rappel de ce qui a également fait l'actualité de cette semaine. Les primaires démocrates aux États-Unis prennent un nouveau tournant après le retrait de Bernie Sanders le 8 avril dernier. Ce sera donc l'ex-vice-président d'Obama, Joe Biden, qui affrontera Donald Trump au présidentiel de 2020. Bernie Sanders et Barack Obama lui ont d'ores et déjà offert leur soutien. En France, les salariés d'Amazon ont attaqué l'entreprise en justice, jugeant que leurs conditions de travail étaient dangereuses. La multinationale américaine est donc forcée d'arrêter son activité pendant 5 jours, le temps que des contrôles soient réalisés. Enfin, pour mettre un petit peu de soleil dans la morne journée, si vous rêviez de faire carrière sur les planches de cinéma, le coronavirus pourrait bien être votre aubaine. Leonardo DiCaprio et Robert De Niro offrent en effet un rôle dans le prochain Scorsese,
Killers of the Flower Moon, contre des dons pour les populations défavorisées durant les mesures de confinement contre la pandémie. De quoi réveiller le Brad Pitt qui sommeille en vous. Et sur cette nouvelle plutôt réjouissante, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Entre démocratie et autoritarisme, quel régime est le plus efficace dans la lutte contre le Covid-19 ? Bonjour tout le monde, ici Jean. Accompagné de Manon. Et cette semaine et dans Celles à venir, nous allons prendre le temps de réfléchir en profondeur pendant 10-15 minutes sur un sujet lié à l'actualité en vous donnant quelques clés afin de comprendre ce qui se passe dans le monde pour vous faire votre propre opinion. Pour ce premier épisode, on entre directement dans le vif du sujet. On va parler gestion de crise et régime politique. La crise sanitaire que nous connaissons a porté un coup à nos démocraties libérales. Les pays occidentaux sont aujourd'hui les plus touchés, l'Europe est devenue le cœur de la pandémie et les États-Unis sont le pays avec le plus de cas. Alors que, de l'autre côté du monde, la Chine est parvenue à ralentir les cas de contamination. On a même vu la ville de Wuhan, lieu de naissance de la pandémie, en train de rouvrir doucement. Face à cette situation chaotique pour les pays d'Europe en comparaison à ceux d'Asie, on a vu deux idées s'immiscer dans le débat public. Le premier, ce serait que le virus s'est propagé très vite à cause de l'individualisme de nos cultures occidentales. Après tout, qui n'a jamais depuis le début du confinement accusé les Français d'être irresponsables et inconscients ? Je pense que nous avons tous en tête les joggers qui se jettent dans les rues à 19h ou les Parisiens qui sont tous allés prendre un bain de soleil la veille du grand confinement. Et puis il y a cette deuxième idée qui est qu'un régime plus dur, un régime autoritaire finalement, serait peut-être préférable et plus efficace pour gérer cette épidémie. Et ces questionnements ont un réel impact sur nos pays. Orbán, en Hongrie, a reçu les pleins pouvoirs de la part du Parlement pour une durée indéterminée et ce au nom de la lutte contre le Covid-19. Donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs arguments pour répondre à cette question. Entre démocratie et autoritarisme, quel régime est le plus efficace dans la lutte contre le Covid-19 ? Alors, pour essayer d'apporter en somme quelques éléments de réponse, on a déjà un argument qui est développé par l'eurodéputé et ex-premier ministre belge Guy Verhofstadt dans une tribune chez Mediapart. Il dit que l'autoritarisme est le pire régime pour gérer cette situation. On a assisté à des tentatives de dissimulation des faits par les autorités chinoises, par exemple. Et pour cet eurodéputé, la Chine a intervenu contre l'épidémie avec 3 semaines de retard, ce qui a permis au virus, en fin de compte, de se propager un peu partout dans le monde. Alice Ekman, qui est responsable de l'Asie à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, nous explique qu'il ne faut pas oublier que les autorités chinoises ont réprimé les lanceurs d'alerte. C'est le cas du docteur Li Wenliang, maintenant décédé, qui avait été obligé de s'excuser pour avoir averti le monde sur la dangerosité du Covid-19, après avoir été accusé de propager de fausses rumeurs. De plus, les démocraties d'Asie ont très bien montré qu'il n'y a pas besoin d'un régime autoritaire pour être efficace. C'est la Corée du Sud qui mène la barre, avec sa politique de tests massifs et de traçage géographique de la population, qui ont permis de limiter le nombre de cas et d'éviter un confinement strict comme celui qu'on voit appliqué en Europe, en France et en Italie par exemple. Elle est suivie de près par le Japon, Taïwan, Hong Kong ou encore Singapour. Donc, le régime autoritaire n'est pas une solution miracle. Son manque de transparence peut au contraire aggraver la situation qui est déjà en place. À vrai dire, parler de régime politique qui serait plus apte que d'autres pour gérer la crise est en fait très simpliste et réducteur. La propagation du virus dépend de beaucoup d'autres critères. Déjà, la Chine a un système de santé très efficace, ce qui n'est pas le cas de l'Iran, autre pays touché et autre pays autoritaire. L'Iran a du mal à endiguer l'épidémie parce qu'il n'a pas les structures suffisantes. On a donc un même type de régime politique pour deux réalités bien différentes. Mais si les démocraties asiatiques ont montré que ce type de régime peut gérer des crises aussi importantes, peut-être même mieux qu'un régime autoritaire comme la Chine, est-ce que cela veut dire que le problème vient du mode de vie occidental ? Nos vieilles démocraties seraient-elles trop individualistes pour agir efficacement contre cette crise ? Eh bien, plusieurs faits vont dans ce sens. Nous autres Européens et Américains étions finalement très mal préparés en comparaison à nos voisins asiatiques. Nous ne sommes pas sentis concernés par le virus. Nos gouvernements nous disaient que nous pouvions continuer à aller faire la fête et aller au théâtre, quand Taïwan et la Corée étaient déjà en train de s'organiser. Donc, la première idée qui nous vient, c'est que le problème est culturel. Les civilisations occidentales seraient individualistes et manqueraient de discipline, alors que les Asiatiques, au contraire,
seraient bien plus respectueux de l'autorité et bien plus disciplinés. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, mais un rapport publié par l'ambassade de Chine en France en mars, dans lequel on peut lire: l'Occident met trop en avant l'individu, tandis que l'Asie, avec des citoyens doués d'un civisme supérieur, parvient à un meilleur équilibre entre le souci du groupe et celui de l'individu. Les pays asiatiques, dont la Chine, ont été particulièrement performants dans leur lutte contre le Covid-19 parce qu'ils ont ce sens de la collectivité et du civisme qui fait défaut aux démocraties occidentales. Oui, je vous l'accorde, ça fait assez mal à l'ego. Il est évident qu'entre Asiatiques et Européens, même entre pays, nous avons effectivement des façons de voir la société et la solidarité de façon différente. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. On ne peut pas tout résumer à la culture et au comportement individuel, surtout quand nous sommes encore au cœur de la crise et que nous manquons de beaucoup d'informations. L'eurodéputé Guy Verhofstadt nous dit de regarder plutôt vers nos institutions en général, et pas seulement nos régimes politiques ou nos cultures. Il cite 2 économistes et politologues américains-britanniques, Daron Acemoglu et James Robinson, qui donnent une idée de réponse dans leur livre « Pourquoi les nations échouent », publié en 2012. Leur thèse est la suivante: les nations échouent lorsqu'elles sont gouvernées par de mauvaises institutions. Il y a donc une mauvaise gouvernance qui entraîne de mauvais résultats. Ce que ça veut dire, c'est que ce qui compte avant tout, c'est les politiques faites par les gouvernements, quel que soit le régime. Ce qui compte, c'est leur organisation, c'est les capacités du système de santé du pays, c'est aussi le niveau de développement. Mais pour l'eurodéputé, le problème en Europe, en fait, est surtout dû à une très mauvaise organisation de l'Union européenne. Tous les pays se sont organisés chacun de leur côté, avec des politiques très différentes les unes des autres, alors que par principe, c'est un problème européen. Puisque Schengen permet de circuler librement dans tous les pays de l'Union, effectivement, il accélère la propagation du virus. Il aurait donc fallu une réponse au niveau européen, ce qui n'a pas été le cas. Le problème des démocraties européennes, c'est pas tant les joggers que le manque de coopération entre États. Il faut prendre certaines décisions en commun quant aux règles, aux politiques de confinement ou à la question de la distribution du matériel. Au-delà de la question des régimes, l'une des mesures anti-Covid-19 qui a fait ses preuves de par le monde est l'utilisation d'applications de tracking, comme l'a annoncé le président de la République dans sa dernière allocution du 13 avril. Ce système, déjà mis en place par des pays comme l'Allemagne, permettrait de savoir, sur la base du volontariat et sous couvert de l'anonymat, si l'on a été en contact avec des personnes contaminées par le Covid-19. Il est donc pertinent de se demander si la vie privée est vraiment respectée, puisque l'on n'a aucune idée de comment ces données de traçabilité des citoyens peuvent être et pourront être utilisées. Les plus conspirationnistes d'entre nous crient déjà au scandale et à la mort de la vie privée. Mais est-ce vraiment le cas ? La Corée du Sud a mis en place ce système de tracking après l'épidémie de MERS, un autre type de coronavirus qui a touché le pays en 2015. La loi autorise, lors d'une épidémie ou d'une pandémie, la collecte et le partage de données concernant les personnes infectées, pour pouvoir suivre leurs déplacements et pour connaître les lieux qu'elles ont fréquentés. Cela pose la question de l'importance de la vie privée dans une démocratie libérale où les libertés individuelles sont respectées. Les Sud-Coréens privilégient la santé publique au détriment de la vie privée lors de cette pandémie. Mais alors, quid de la France ? La présidente de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans une interview accordée le 7 avril à France Info, a tracé 2 lignes rouges. D'abord, ce traçage des données géographiques personnelles devra se faire avec le consentement libre et éclairé des citoyens. Ensuite, cette application de tracking devra bien sûr être provisoire, juste le temps nécessaire pour lutter contre la pandémie. Reste à voir si le gouvernement restera dans les clous. Si vous voulez en savoir plus sur le tracking, le journal Le Monde a récemment mis en ligne un podcast consacré à ce phénomène dans sa série Pandémie, qui est consacrée elle aussi à la crise du coronavirus. Ce qu'il faut retenir, c'est que la distinction dans cette crise entre régime autoritaire et démocratique peut avoir un certain intérêt, comme celui par exemple sur la question de la transparence des informations, mais le régime politique, quel qu'il soit, n'est pas un facteur déterminant. Et c'est pareil pour la culture. Une population plus obéissante aux règles imposées va bien sûr avoir un certain poids pour limiter la propagation du virus. Mais en fait, les facteurs de propagation sont multiples. Ça peut être l'âge de la population, le niveau du système de santé, les politiques mises en place. Donc, ce qui va compter réellement dans cette lutte contre le Covid-19 pour nos démocraties européennes, c'est les décisions stratégiques prises au niveau politique, comme par exemple la traçabilité des données ou les tests massifs, et la coopération entre États au niveau européen.
Bonjour à tous, bonjour aux Espoliens, aux étudiants qui nous écoutent, bienvenue dans ce premier billet de la fenêtre. Première chose, j'espère que vous allez tous bien, pour ceux qui sont seuls, j'espère que vous vous ennuyez pas trop, et pour ceux qui sont rentrés vivre avec leur famille, éventuellement avec des frères et sœurs, eh bien puisse le sort vous être favorable. Personnellement, j'ai pas eu le temps de rentrer dans ma famille, du coup je suis bloquée dans mon appart et la solitude se ressent très vite. C'est bien simple, le plus de contacts humains que j'ai eu dans ce dernier mois, c'est avec les équipes du Clarif. Je vous propose donc un petit bilan de ce premier mois de confinement, dans ma peau d'étudiant, bloqué solo dans son appart. La première semaine, j'ai vécu l'effet grande vacances, c'est-à-dire pas d'informations de la part de l'université, pas de devoirs urgents à rendre et un grand soleil dehors. Tout était là pour tromper mon esprit. Pour vous dire, j'ai jamais autant fait la sieste. Et comme je voulais quand même profiter